Une espèce, une histoire, un podcast, une aventure. Protégé, menacé, mal aimé, extraordinaire. Préjugé, dénigré, apprendre, découvrir, partager, ensemble. De la nature à nous, de nous vers la nature. Voix sauvage, donnons la parole aux vivants. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode de Voix sauvage. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du petit rhinolophe ou encore petit fer à cheval de son nom scientifique Rhinolophus hipposideros, faisant partie de la famille des chauves-souris. Il est protégé, comme toutes les autres espèces de chauves-souris. Ce taxon, cette famille, s'appelle Chiroptère qui signifie voler avec les mains. Et oui, le saviez-vous, les chauves-souris volent grâce à leurs ailes qui sont leurs doigts. Entre leurs doigts, il y a une membrane, une peau fine, qui leur permet de voler. Cette peau fine est aussi recouverte de poils sensibles qui l'aident à se repérer dans son environnement, mais ce ne sont pas les seuls tours que les chauves-souris ont sous leurs ailes. Après cette brève présentation, je vais laisser la parole à Manon Béréouk, avec qui nous avons profité d'un beau soleil sur sa terrasse. C'est une personne spécialisée sur les chauves-souris qui en sait bien plus que nous sur le sujet. Alors moi dans la vie je suis photographe et cinéaste animalière professionnelle, avec un parcours naturaliste, un parcours en écologie, biologie. Voilà, et je me spécialise dans la chiroptérologie tant pour la photo mais aussi pour la prise de vue. D'accord. Donc vous arrivez à prendre en photo des chiroptères facilement ? Alors moi j'ai une spécialité en plus, donc au-delà d'être dans la chiroptérologie, c'est les chauves-souris en hibernation. D'accord. Donc je participe aux comptages hivernaux des chiroptères en hiver avec les associations de protection de la nature en Nouvelle-Aquitaine. Et donc par ce biais-là, j'en profite pour capturer parfois quelques instants sympas. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du petit rhinolophe ? Le petit rhinolophe, c'est une espèce de chauve-souris qu'on a en France et en Europe, l'une des 36 espèces. C'est le plus petit de sa famille en France. Voilà, et on a aussi le grand rhinolophe et le rhinolophe euryale, rhinolophe de Mélie, mais qui n'est pas présent en Dordogne. Et puis comme toutes les chauves-souris, il est un peu en déclin, mais globalement, avec les programmes de préservation aussi des habitats, on arrive à avoir une pseudo-stabilité. Est-ce que vous connaissez des a priori qu'on a sur le petit rhinolophe ? Alors petit rhinolophe, espèce à proprement parler, pas forcément, mais d'une manière générale, oui, toutes les chauves-souris, quand les gens ont peur des chauves-souris, ils n'ont pas peur spécifiquement du petit rhinolophe. Oui. Mais le fait que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux, ça c'est faux, c'est un mythe qui a été inventé au Moyen-Âge pour éviter que les femmes sortent la nuit. Bon, il a un petit peu de temps de changer ça. Donc ça c'est faux, hein. Une chauve-souris, elle a un sonar vraiment exceptionnellement adapté, donc elle va pas aller se mettre dans nos cheveux. On peut avoir des chauves-souris qui se rapprochent excessivement près de nous, mais pour la simple et bonne raison qu'on dégage du CO2. Les moustiques sont attirés par le CO2, donc si elles viennent chasser aux alentours de notre corps, c'est uniquement pour nous sauver des moustiques. Mais elles vont pas aller s'accrocher dans les cheveux. Voilà, après on a toujours le mythe que les chauves-souris ça boit du sang, donc oui, on a 3 espèces de chauves-souris dans le monde, des vampires qui se nourrissent de sang, mais elles sont présentes qu'en Amérique du Sud, donc pas de problème. On n'a pas de soucis en France métropolitaine par rapport à ça. L'a priori un peu classique, et qui n'est pas faux, hein, c'est que les chauves-souris sont porteuses de maladies, de virus. C'est une réalité, comme tous les êtres vivants, et nous compris en tant qu'humains, en fait, on est porteurs de virus. Maintenant, en France et en Europe, les chauves-souris sont protégées, donc la manipulation est interdite, sauf dérogation. Et par ce biais-là, pas de manipulation, pas de risque. Voilà, c'est simplement ça qu'il faut savoir. Quelle est la spécialité du petit rhinolophe ? La spécialité du petit rhinolophe, une spécialité qui me vient en tête, mais encore une fois, c'est tous les rhinolophes, mais c'est une espèce de chiroptère qui a besoin d'espace pour vivre. Donc, c'est une espèce qu'on va pas retrouver dans les fissures, comme les pipistrelles, comme les noctules, les cérotines. C'est une espèce qui a besoin d'entrer en vol dans son gîte. Donc, effectivement, d'où le fait qu'on les retrouve principalement dans les granges, les vieux bâtiments, parce qu'elles ont besoin d'espace pour voler, d'espace pour contenir en fait la colonie aussi. C'est les grands bâtis, les combles, les grands espaces, elles apprécient beaucoup. Est-ce que vous savez en moyenne combien de moustiques peut manger un petit rhinolophe ou une chauve-souris en général par nuit ? Une chauve-souris en général, les chauves-souris mangent des insectes, en France en tout cas. On a une espèce qui potentiellement peut se nourrir occasionnellement de petits passereaux, c'est la grande noctule. Mais sinon, en France, on a principalement des insectivores. Le petit rhinolophe, j'ai pas de nombre spécifique pour le nombre de moustiques. Par contre, c'est vrai qu'une chauve-souris, elle peut manger l'équivalent de la moitié de son poids en insectes chaque nuit.
Voilà, donc là, de là à dire le nombre exact, Ouais. je peux pas savoir ce que représente le poids moyen. Peut-être par rapport aux particuliers, si jamais on voit des chauves-souris dans notre grange, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est une bonne question. En fait, donc déjà, comme je l'ai dit plus tôt, les chauves-souris sont protégées, donc interdiction de les manipuler, de les déranger, de les détruire. Donc effectivement, quand on tombe sur une chauve-souris, en théorie, on n'est même pas touché, on n'est pas censé la toucher. Bon voilà, et il arrive que des colonies viennent s'installer dans nos bâtis parce qu'ils sont super favorables. Déjà, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'environnement est est en bonne santé et que tout va bien. Donc c'est parfait pour aller s'installer. Maintenant, si jamais il y a des a priori, il y a des peurs ou quoi que ce soit, il y a la SFEPM qui, sur le site internet, en fait, a regroupé toutes les associations naturalistes référentes pour la chiroptérologie. Et donc, si on a des soucis de cohabitation, on peut appeler les numéros spécifiques pour notre département. Et donc, il y a des personnes qui vont venir se déplacer, regarder en fait où est le problème, comment améliorer la cohabitation en fait entre ces mammifères et puis l'être humain. Parce que c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué de se retrouver du jour au lendemain avec une énorme colonie de chauves-souris chez soi. On ne sait pas pourquoi elle est venue, mais elle est venue. Et en fait, parfois, on n'a pas envie, on a des peurs aussi, elles sont pas... Enfin, chaque peur est légitime, hein. Mais voilà, il y a des peurs plus non contrôlables. Et c'est vrai que on se retrouve avec une colonie de chauves-souris du jour au lendemain, ça fait des dégâts, entre guillemets, puisque oui, en fait, ça fait caca. Le guano, ça peut être assez conséquent en termes de volume. Mais voilà, donc les associations de protection de la nature sont là pour aider les particuliers à trouver des solutions. Il y a toujours des solutions, c'est ça qu'il faut savoir. Et puis le guano, si vous avez un jardin, c'est très pratique parce que c'est un super engrais. Ouais, c'est génial. Le guano se vend dans certaines animaleries, faut dire. Mais oui, c'est génial. Donc voilà, si vous avez des chauves-souris chez vous, c'est très pratique. Oui. Ah oui, en termes de quantité de moustiques, après au jardin, on est sur un très bon anti-moustique. Bio, très bio. Naturel, Naturel, oui, complètement. On dit aussi beaucoup qu'elles sont vecteurs de la rage, principalement. Et il y en a plein qui ont peur de ça, parce qu'on dit qu'elles portent principalement la rage. Alors le pteridinoleph, en tout cas aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est pas l'une des espèces en France qui est porteuse de la rage. En tout cas, il y a 4 espèces en France qui sont porteuses quand je dis porteuse, c'est-à-dire c'est pas toute l'espèce, c'est quelques individus de l'espèce. Ça concerne pas évidemment toutes les espèces ni tous les individus. Et donc le pteridinoleph ne fait pas partie des espèces qui n'ont pas encore été détectées comme porteurs de la rage. Attention. mais voilà, oui, effectivement, c'est le cas. Voilà, il y a des chauves-souris qui sont porteuses de la rage. Elles sont porteuses saines, donc parfois en plus elles ne, elles sont pas malades. Et voilà, elles ne développent pas de symptômes. Mais par contre, effectivement, au contact du sang et de la salive, en fait, elles peuvent contaminer, si je puis dire, d'autres espèces, d'autres individus. Maintenant, encore une fois, pas de contact, pas de risque. On n'est pas censé toucher une chauve-souris sauf dérogation. Donc voilà, il y a pas de... C'est ça qu'il faut vraiment se mettre en tête. On touche pas une chauve-souris, donc pas de risque, tout va bien. Elles sont très mignonnes, elles ont l'air très douces, elles sont très douces, mais on touche pas. Et puis elles vont pas nous attaquer. Alors... Non, complètement. Non. Et puis voilà, une chauve-souris. Alors oui, les personnes ont souvent peur de ça, c'est qu'on a toujours entendu qu'un chien ou un renard qui est porteur de la rage, il va attaquer, il va mordre, il va. L'agressivité, elle est. Je connais pas bien ce sujet-là, mais elle est peut-être propre à chacun, Enfin voilà. En tout cas, une chauve-souris qui a la rage, elle va pas aller attaquer, elle est plutôt très amorphe, apathique, toute molle. Elle va pas aller attaquer l'être humain, c'est ça que je veux dire. Par exemple, s'il y a quelqu'un, un particulier, qui trouve une chauve-souris comme ça par terre qui est blessée... Oui, que faire ? Que faire ? Voilà, c'est la question. La manipulation de chauve-souris, donc, en théorie, est interdite. Maintenant, effectivement, on a quand même du bon sens, je pense. Effectivement, si on a vraiment la volonté de sauver cette chauve-souris, en fait, on la prend déjà délicatement, toujours avec des gants. Ça, c'est obligatoire. Peu importe l'espèce, parce que y a la rage, mais il n'y a pas que ça. Et nous-mêmes, c'est quelque chose d'important. Autant elles peuvent nous transmettre des choses, des vilaines choses, c'est pas un problème. Mais nous aussi, en tant qu'être humain, on peut très bien leur transmettre plein de cochonneries. Donc, c'est important d'utiliser des gants, quelque chose, pour séparer le contact de la peau. La mettre dans une petite boîte avec de l'air, évidemment, pas d'eau, pas de nourriture, à l'abri du vent, de la pluie, des prédateurs, et dans le noir, et puis aller l'amener en centre de soins. On n'a pas des centres de soins partout en France, c'est le problème, mais il y en a quand même qui prennent en charge des chauves-souris, il y a des rapatrieurs aussi parfois, il faut se renseigner, les numéros sont sur internet, tout ça. Donc, voilà, si jamais, effectivement, parfois il y a des particuliers, et ça arrive très souvent d'ailleurs au moment des naissances, qui ont des nichoirs, et puis il y a des petits au sol.
Bon, bah là, c'est pareil, en fait, pas besoin forcément d'appeler un centre de soins. On prend des gants, on se protège, et en fait, on va la remettre, si possible, alors, sauf quand le nichoir, il y a des mètres de hauteur, mais on va essayer de remettre, en fait, le petit, au moins le mettre en hauteur, pour que la mère puisse venir le chercher, parce qu'une chauve-souris au sol, ça a vraiment du mal à décoller. Il y a certaines espèces même qui ne peuvent pas prendre appui, qui ne peuvent pas décoller du sol, donc c'est pour ça de le mettre en hauteur, la mère va venir le récupérer. Voilà. Ok. Est-ce que les chauves-souris ont des prédateurs ? Oui, le chat domestique. Le chat domestique est un grand prédateur de chauves-souris. Je vais pas dire catastrophique, mais presque. Non, c'est vrai que le chat domestique, c'est un vrai problème, mais pas que pour les chauves-souris, qu'on s'entende. Maintenant, il n'y a pas que ça, les rapaces nocturnes. Les rapaces nocturnes, j'ai trouvé de nombreuses fois des crânes de chauves-souris dans les pelotes de réjection de chouettes effrayées, des lagnons blancs aussi. Ah oui. Oui. Donc voilà, il y a la fouine aussi qui traîne dans les greniers, dans les granges. Forcément, s'il y a une petite colonie de chauves-souris, on va bien aller se servir, c'est pas un problème. Voilà, donc, mais d'une manière générale, l'espèce qui fait je pense vraiment qui prédate le plus les chauves-souris, ça reste le chat domestique, bien que la prédation va pas être vraiment pour se nourrir, c'est ça aussi le problème. C'est que c'est du jeu, voilà. Ouais, ça vole dans tous les sens. Ça vole, c'est trop chouette, ouais, c'est ça. Bah oui, quand on faisait un comptage, je me souviens de sorties de gîte après, une colonie de Misbah, donc on faisait les comptages, donc les chauves-souris qui sortent, c'était une petite lucarne. Et en fait, à un moment donné, on se dit, mais il n'y a plus de chauves-souris qui sortent, c'est bizarre, et tout, elles sortent plus. Et en fait, on tourne la tête et le chat était sur la lucarne, en train d'essayer de les attraper au compte-gouttes. Et donc, c'était. Ouais. C'est pas évident, la cohabitation avec les chats. En plus, il y en a beaucoup de chats domestiques. C'est ça, oui, on a de plus en plus. Les gens adoptent aussi de plus en plus. Je sais pas si c'est une bonne chose, probablement. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a peut-être des choses à prévoir pour son chat. Je sais pas, c'est un autre débat. Franchement, j'ai pas de chat, pour une bonne raison. Mais bon, voilà. Bon. Est-ce que vous avez des choses à dire en plus ? Non, je suis très contente parce que je constate une petite augmentation comment on va dire, d'intérêt pour les chauves-souris. C'est bête, je suis pas âgée, j'ai 25 ans cette année. J'ai fait des études en environnement depuis 2018, je m'intéresse aux chauves-souris, donc ça fait pas beaucoup d'années. Mais quand même, mine de rien, de mon petit parcours professionnel et de ma petite expérience, quand on va chez les gens, chez les particuliers, quand on parle des chauves-souris, je trouve qu'il y a moins de réticence, mais aussi parce que y a des gens qui font du très bon boulot en termes de communication et c'est super important. Vraiment, donc je suis ravie. Voilà, c'est très bien. Vous, dans les supports que vous faites, oui. Donc des photos et des films, oui. Si j'ai bien compris, oui. Vous faites que de la vidéo ou vous mettez des informations aussi avec vos films ? Alors, mes photos, c'est des photos classiques. Voilà, pour mes films, en fait, j'ai fait surtout 2 courts-métrages. Le premier qui s'intitule Cavernicole, qui porte sur la biodiversité en cavité, en grotte. Donc, il y a des chauves-souris dedans. Donc là, c'est des informations, sur les chauves-souris en hibernation, comment ça se passe, comment est-ce qu'elles font, le réveil, tout ça. Mon deuxième film, c'était Entre mes murs, qui parle de la biodiversité en bâtiment. Donc j'ai tout un volet chauves-souris encore. C'est étonnant. Et donc là, c'est surtout sur les chauves-souris qui sont en bâti pendant la période de Misbah. Et je fais des petites capsules vidéo sur Internet. J'ai la chance que mes réseaux sociaux marchent plutôt bien. Et donc du coup, je fais mes petites capsules vidéo. Je parle beaucoup des chauves-souris, sur les a priori, les préjugés, sur comment est-ce qu'on fait un nichoir, comment est-ce qu'on peut avoir un beau jardin, plein de biodiversité pour accueillir plein de chauves-souris, mais pas que. Mais voilà. Donc oui, c'est des petites capsules comme ça, un petit peu informatives, en plus. Ok. Bon, c'est chouette. Merci. Vous faites aussi un travail de sensibilisation. Oui, ouais, j'essaye au mieux. Mais c'est pour ça aussi que je dis que j'étais étonnée, j'ai une vidéo en particulier sur les nichoirs à chauves-souris qui a très bien marché, qui a fait des millions de vues, pour être clair. Et en fait, évidemment, il y a toujours des personnes pas bienveillantes, c'est un fait, on s'en fiche, c'est les réseaux sociaux, c'est normal. On peut pas croiser que des personnes gentilles tout plein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais par contre, j'ai reçu énormément de messages, mais franchement, des centaines et des centaines de personnes qui m'ont dit c'est super, on va installer un nichoir, ça va être trop chouette, je connaissais pas. Et en fait, bon, installer un nichoir, c'est compliqué parce que souvent, il n'est pas habité rapidement. Et puis, selon, elles sont super exigeantes. Donc, mais au moins, le fait de passer le cap, de se dire, OK, c'est chouette, on va installer un nichoir, je trouve ça génial. Et du coup, ça m'a vraiment... franchement, ça m'a mis du baume au cœur et j'étais très contente que ça marche et que les gens, finalement, se disent, OK, non, mais bon, si elle est dans le bâtiment, bof. Mais en nichoir, OK, pas de problème. Hé, Nana,
Et du coup, où est-ce qu'on peut les trouver ces vidéos exactement? Sur Instagram, TikTok, YouTube, mais surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram. D'accord. Voilà. Mais oui, les réseaux sociaux, mine de rien, ça marche quand même très très bien. Je trouve. Enfin, c'est un bon moyen pour relayer les informations. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Bien sûr, non, c'est clair. Puis ça touche la jeunesse aussi. Et oui, et ça touche, c'est ça, c'est que ça touche, même si évidemment, je pense que l'algorithme fait que je vais toucher des personnes qui sont plus axées nature, bien que quand j'ai des vidéos qui marchent, attention, quand je dis marche bien, je considère que toutes mes vidéos marchent bien. Mais non, pas forcément. Mais que quand il y a une vidéo qui est vraiment, vraiment vue beaucoup de fois, en fait elle va toucher pas que les naturalistes, pas que les fous de nature, et c'est là où c'est trop intéressant, et c'est là où j'ai eu des trop bons retours en disant je savais pas pour les chauves-souris, ok on va voir pour un nichoir et tout, et même des gens en ville, enfin à Paris qui m'ont envoyé des messages, j'ai un balcon, comment est-ce qu'on peut faire, on peut faire, mais bien sûr, allez-y, c'est super, et puis même si c'est pas des chauves-souris qui sont dedans, ça va être autre chose, enfin tout peut favoriser en fait une autre espèce, donc c'est super, voilà. Et vous faites des animations à côté du film? Oui, alors oui, du coup je vis ma micro-entreprise, donc j'ai le côté volet photographe, cinéaste, animalier, naturaliste, mais enfin dans la micro-entreprise, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre plein de choses, on peut mettre plein de trucs, donc du coup à côté, oui, je fais aussi des interventions dans les écoles, dans les lycées, en BTS, GPN aussi, voilà, sur plein de choses, sur la sensibilisation, sur les animations, sur de la recherche d'indices de présence et tout. Enfin voilà, un petit peu de volet éducation aussi, c'est vrai. C'est pas que j'aime moins, mais c'est pas... Voilà, moi, ça m'intéresse vraiment énormément. Mais c'est vrai que c'est pas le gros de mon travail, pas du tout. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on avait à dire. Nous remercions encore Manon, que vous pouvez retrouver sur les réseaux en tapant manon.brhc, où vous pourrez vous renseigner sur la faune sauvage et plus précisément sur les chauves-souris. C'est aussi le dernier épisode de Voix sauvage. On espère que ça vous a plu et que vous en aurez appris sur la faune et la flore sauvage de notre magnifique Dordogne.